Tribunal d'Aix-en-Provence, lundi 7 septembre 2015, s'ouvre le procès de Johan Gomis. À 26 ans, le jeune homme est accusé d'avoir violé 3 femmes et tenté d'en violer 4 autres. Une série d'agressions abjectes qu'il a toujours niées. Mais dans la cour d'assises, celui qui attire tous les regards, ce n'est pas Johan, mais son frère jumeau, Elvin, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. D'ailleurs, à cause de cela, lui aussi a été soupçonné avant d'être disculpé. Pour les victimes, c'est un choc. Elles ont en liberté, quasiment sous leur nez, la photocopie de leur agresseur, de leur bourreau. C'est une histoire incroyable, digne d'un scénario hollywoodien que nous allons vous raconter ce soir. L'histoire de 2 frères jumeaux accusés d'un même crime. 2 suspects en tout point identiques que les policiers vont mettre plus de 2 ans à dissocier. J'ai eu peur pour ma vie. Et impossible de me relever pendant 10 minutes, je restais au sol, le fou quoi, le fou furieux. Pour cette victime, les femmes à ce moment-là à Marseille ont peur. Il faut absolument arrêter cet individu. Pour nous, on a affaire à un violeur en série. On est loin d'imaginer à ce moment-là ce qu'on va découvrir. Dans une affaire de viol, avoir comme suspect des jumeaux qui ont le même ADN, c'est juste une grande première. On a 2 suspects qui disent non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est comme ça, c'est le pacte des jumeaux. Marseille. Nous sommes le 4 décembre 2012. La nuit vient de tomber sur la cité phocéenne. Comme à son habitude, Noémie rentre du travail, seule. Mais ce soir-là, en traversant le parc de l'Espérance, la jeune femme de 32 ans va être victime d'une terrible agression. Elle a l'habitude de couper à travers un parc. Lorsque ce soir-là, un individu arrive derrière elle. Il la ceinture. Il lui met la main donc sur la bouche. Cet individu la bloque par l'arrière de façon très violente, très forte. La jeune fille est dans une peur panique, elle ne peut pas crier. Elle est totalement sous l'emprise de cet homme dont elle ne sait pas si, à ce moment-là, il veut lui ôter la vie, la violer ou simplement procéder à un vol. Pour la jeune femme, le cauchemar ne fait que commencer. C'est extrêmement violent et elle va comprendre très rapidement par rapport au geste que l'individu, en réalité, souhaite la violer et veut la violer. L'agresseur l'écarte dans un coin retiré du parc, près d'un banc, en disant « tais-toi, si tu te tais, tout se passera bien ». Sous la menace, Noémie tente en vain de résister. Il se met à califourchon sur elle et il va la violer. La victime se débat, elle appelle à l'aide, elle crie, elle appelle au secours. Elle se voit mourir à ce moment-là. Dans l'obscurité du parc, l'homme va ainsi faire subir un véritable calvaire à la victime avant de prendre la fuite. Et il fait tomber sa victime, sans aucun égard d'ailleurs pour celle-ci, comme un objet sexuel. Et il part avec son sac et le téléphone portable. Abandonnée dans le parc isolé, violée et dépouillée, Noémie réussit tout de même à alerter les secours. Aussitôt, elle est prise en charge par Vanessa, officier de police à la brigade des mœurs de Marseille. Noémie, elle comprend pas. Quand on l'entend, elle est perturbée. Enfin, je veux dire, elle est choquée. On le sera moins quand même. Hein. C'est quand même pas rien. L'agression n'a pas duré très longtemps, tout au plus quelques minutes, mais c'est des minutes qui comptent pour des heures. C'est extrêmement traumatisant et elle est
totalement affolée. Malgré le traumatisme, la jeune femme va réussir tout de même à dresser un portrait robot de son agresseur. Elle a réussi à l'apercevoir. Elle n'est pas en mesure de le reconnaître précisément, mais elle peut le décrire. C'est un individu donc effectivement qui a une vingtaine, 20-25 ans. Un jeune homme d'1,75 m avec la peau mate. De corpulence fine, les cheveux rasés, avec une veste à capuche et un jean de couleur sombre. La description de cet individu, ça peut correspondre à n'importe quelle personne dans Marseille. Nous sommes sur un signalement, je dirais, banal. Si nous mettons ce profil dans notre fichier photographique, nous allons avoir 500, 600, 700, 800 personnes. C'est un peu rechercher une aiguille dans une botte de foin. L'affaire s'annonce donc délicate. Cependant, l'agression de Noémie n'est pas sans rappeler 2 autres agressions commises à Marseille ces derniers temps. Les enquêteurs immédiatement sont interpellés parce qu'ils font un rapprochement immédiat avec 2 autres agressions dans des quartiers qui sont relativement proches de celui où a eu lieu l'agression de Noémie. 2 affaires qui ne sont pas élucidées à ce jour, qui datent d'il y a quelques mois. La première affaire s'est passée 3 mois plus tôt. La victime, Héloïse, est une vieille dame de 76 ans qui rentrait tranquillement chez elle après une soirée loto. C'est une veuve retraitée. Il est 3 h du matin, mais on est dans le même quartier, dans le 14e arrondissement de Marseille. Elle est à pied sur ce trottoir et elle sent une présence derrière elle. Un homme surgit par derrière, lui met la main sur la bouche, la traîne un petit peu à l'écart en fait donc des bâtiments. Et lui dit « Ne parle pas, sinon je te tue ». Il essaye de la violer, elle résiste, elle se bat avec lui. Elle va donner des coups de clé à son agresseur. Elle essaie en même temps de le ramener à la raison en lui disant « Mais je pourrais être ta grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Arrête, arrête ». Elle est en état de choc, mais à la fois, elle s'est tellement débattue, elle sait pas. Donc en fait, il n'est jamais parvenu à obtenir ce qu'il voulait. Du coup, il lui vole son sac à main et il prend la fuite en courant. L'autre affaire remonte au 15 novembre 2012. Juliette, une assistante sociale âgée de 30 ans, est elle aussi victime d'une tentative de viol en rentrant dans son immeuble. Héloïse, Noémie, Juliette, les 3 victimes n'ont rien à voir les unes avec les autres. Pas le même âge, pas le même physique. Pourtant, les enquêteurs sont convaincus que ces 3 femmes ont été la cible d'un seul et même homme. Ce qui permet aux enquêteurs de faire le lien entre ces 3 agressions, c'est tout d'abord la description de l'agresseur, qui est toujours la même, puisqu'il s'agit d'un individu de type africain. L'agresseur, systématiquement, attaque par derrière sa victime. Il bâillonne avec la main gauche systématiquement. Il les prend par le corps par derrière avec le bras droit. Le descriptif est sensiblement pareil. Le mode opératoire, c'est la même chose. Et au final, il vole le téléphone portable et le sac à main. 1 fois, 2 fois, 3 fois, on dit tiens, c'est quand même bizarre. Mais il y a encore plus convaincant pour affirmer que le même homme se cache derrière chacune de ces 3 agressions. Ce sont les traces ADN prélevées sur les victimes. Sur 2 des 3 victimes, les policiers retrouvent un ADN commun. C'est-à-dire qu'on va retrouver sous les ongles de la première victime, Héloïse, le même ADN que sur la culotte de Noémie. C'est à ce moment-là que l'enquête bascule et qu'on rentre vraiment dans une enquête sur un serial violeur, un violeur en série. Là, on sait qu'on cherche un individu, auteur de 3 viols. Mais qui est ce criminel en série qui agresse des femmes en plein cœur de Marseille avant de les dépouiller? Pour la brigade des mœurs, la partie est loin d'être gagnée, car le suspect est inconnu des services de police. Nous ne connaissons pas l'identité de cet ADN, nous savons simplement qu'il s'agit du même individu.
Pour tenter de retrouver cet homme qui semble se fondre dans la ville comme un chat dans la nuit, les enquêteurs vont devoir procéder pas à pas, en commençant par le 14e arrondissement où habite la jeune Noémie. On va faire une enquête de voisinage pour voir un petit peu si les gens ils ont vu, entendu, remarqué quelque chose. On y retourne le soir, on fait des surveillances, enfin, on reprend vraiment, on fait un travail de fourmi pour être sûr de ne passer à côté de rien. Les voisins n'ont rien vu de particulier, enfin, en tout cas ne peuvent pas guider l'enquête. On regarde s'il y a des caméras, et là où ça se passe, il faut savoir que ce n'est pas des quartiers où tout est encore implanté au niveau caméra de vidéosurveillance, donc c'est compliqué. Malheureusement pour nous, eh ben, on n'a rien. A priori, le dangereux prédateur est insaisissable. Et pourtant, les enquêteurs ne vont pas tarder à retrouver sa trace. Car le violeur, discret et méthodique, a commis une grossière erreur. Noémie va leur expliquer qu'avant de traverser ce parc, elle avait fait le chemin de son travail jusqu'à son domicile à bord d'un bus. Ils vont donc exploiter la vidéosurveillance du bus. Et en visionnant ces images, Vanessa et ses collègues vont faire une découverte essentielle pour la suite de leur enquête. Nous pouvons constater la présence de la victime qui est dans le bus, qui rentre chez elle tranquillement. On la voit monter dans le bus, on la voit s'asseoir et on voit un individu qui monte et qui s'assoit derrière elle. Et tout au long du trajet, il regarde ce qu'elle fait. Il la regarde avec son téléphone, il regarde... enfin voilà. Bon. Cet individu, le voici. Coïncidence troublante, l'homme correspond en tout point au portrait dressé par les 3 victimes. Il est métis, il est grand, il a ce fameux blouson à capuche. Environ 25 ans, 1m80, corpulence fine. Il a véritablement tous les éléments qui permettent de penser qu'il s'agit de l'agresseur. Mais c'est surtout le comportement de ce voyageur qui va attirer les soupçons de l'enquêtrice. Noémie descend du bus et juste avant la fermeture des portes, cet individu descend également. Il sort quelques fractions de secondes après elle et il est derrière elle, tel un prédateur qui va se jeter sur sa proie. Et ce n'est pas tout. Les policiers vont récupérer une autre vidéosurveillance, celle du supermarché qui jouxte le parc où la jeune femme a été sauvagement attaquée. On voit passer la victime, on la voit très bien passer, elle passe par devant le magasin, donc on la voit passer, il n'y a pas de souci. Et lui passe derrière. Et c'est la seule personne qui passe juste après notre victime. Donc on peut pas dire c'est un fruit du hasard. À cet instant précis, Vanessa Hospital, l'enquêtrice, en est persuadée. L'homme tapis dans l'ombre, prêt à bondir, est le violeur qu'elle recherche. On peut dire qu'effectivement, on a le cliché de l'auteur potentiel. On se dit c'est lui et il faut qu'on trouve qui c'est. Aussitôt, les policiers se lancent à la poursuite du suspect. On présente aux 3 victimes la vidéosurveillance du bus. Aucune des 3 ne va reconnaître son agresseur. Faut se remettre dans les circonstances, c'est qu'il fait nuit et cet individu fait tout aussi pour éviter d'être trop vu. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'identifier. Donc on relâche pas. On se dit, il prend les transports régulièrement. Donc on a diffusé la photo aux collègues de la police dans les transports pour tenter d'identifier cette personne. Mais rien n'y fait, l'enquête piétine. Et l'inquiétude grandit d'autant que le pire reste à venir, car l'homme à la capuche va encore frapper, et plusieurs fois. Il va y avoir une accélération des agressions puisque en 2 semaines, 4 nouvelles victimes vont être recensées par la police marseillaise.
Dorothée, 28 ans, est victime d'une tentative de viol dans le 10e arrondissement de Marseille. Laurence, 22 ans, agressée sexuellement dans le hall d'un immeuble dans le 6e. Puis c'est au tour de Jennifer, 22 ans, violée à 5 h du matin dans le centre-ville. Et enfin Florence, 28 ans, elle est aussi violée en pleine rue. Au total, 7 femmes sauvagement agressées et toujours la même signature. Sur 6 des 7 victimes, le même ADN de type masculin va être identifié. Forcément, avec cette vague d'agressions, la psychose s'empare de la cité phocéenne. D'autant que cela fait 10 ans que la ville n'a pas été confrontée à un tel violeur. Je m'en souviens, c'était un certain émoi dans la ville parce que les femmes ne sortent plus seules. Tous les quartiers sont concernés. Les femmes, à ce moment-là, à Marseille, ont peur. On n'est pas dans une série télé, on est dans la réalité, on est dans les rues de Marseille, dans des quartiers pour les derniers les plus chics de Marseille. Et si la peur s'installe dans les rues, c'est que visiblement l'agresseur monte en puissance. L'auteur des faits prend de plus en plus d'assurance. Il déborde du 13e et 14e arrondissement pour s'étendre sur le 10e et voire plus. Il se croit tout permis et il va commettre des faits de plus en plus rapidement. On remarque que la date des faits est de plus en plus rapprochée et on a l'impression que rien ne va pouvoir l'arrêter. Désormais, pour Vanessa, nouvelle recrue à la brigade des mœurs, c'est une lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules. Pour une journée enquêteur, c'est waouh, c'est rare. Il y avait quelques semaines que j'étais donc à la brigade des mœurs. Donc on est tous sur les dents et puis on ne veut pas lâcher surtout. Et à un moment donné, stop, il faut vraiment l'arrêter. Enfin, c'est un animal, enfin, je sais pas, c'est quand même, on ne sait pas combien de victimes on va avoir. Il faut absolument arrêter cet individu. Sauf qu'on ne sait toujours pas qui c'est. Un visage, un ADN, mais toujours pas de nom. Pour l'instant, le violeur en série semble sévir en toute impunité, mais plus pour très longtemps. Car la diffusion de la photo du suspect à la police des transports va finir par payer. Nos collègues de la police des transports donc, nous appellent en nous disant voilà, on a contrôlé donc, un individu qui correspond, allez, je vais dire à 95% donc, à la personne qu'on cherche. Là, ils ont vraiment un doute. Sur le coup, les policiers ne l'ont pas interpellé, mais ils ont relevé son identité. Ils prennent son permis de conduire et l'individu qui est contrôlé s'appelle Elvin Gomis. Cet homme, le voici. Il a 24 ans. Il est chauffeur-livreur. Pour Vanessa, la piste est trop belle pour être négligée. D'autant que la suite des investigations le prouve. Elvin Gomis a tout du coupable idéal. Les policiers donc ils continuent à gratter pour essayer d'en savoir plus. Et là, c'est la téléphonie de Juliette, la deuxième victime, qui va les éclairer. Il découvre que le téléphone volé à Juliette a été utilisé par Elvin Gomis. Tiens, qu'est-ce qu'il fait, lui, 2 heures après les faits, avec le téléphone de la victime? Elvin Gomis aurait-il volé le téléphone de Juliette après l'avoir agressée? Une chose est sûre, derrière son visage d'ange, le jeune homme serait loin d'être un agneau. D'ailleurs, il serait même connu des services de police. En effet, le 31 janvier 2013, alors que la ville est déjà sous le coup de 6 agressions, Elvin Gomis a été interrogé dans le cadre d'une autre affaire. Il va être l'auteur d'une altercation sur la voie publique à l'égard d'une jeune femme, altercation qui va donner lieu à son placement en garde à vue dans un commissariat marseillais. Nous avons retrouvé cette femme. Elle a souhaité préserver son anonymat. Sophie n'est pas prête d'oublier le jour où elle a croisé la route du livreur.
Je roule dans le quartier, je veux rentrer dans mon garage et je peux pas parce qu'il y a le véhicule de livraison qui est en plein milieu. Au bout de 10 minutes, le livreur revient. Je lui signale qu'il n'a pas à se garer là, puisque c'est une interdiction de se stationner, tout simplement. Et sur ce, il s'est emporté tout de suite, le temps est monté tout de suite, quoi. Il agresse cette femme et en partant, il la renverse avec sa camionnette. Du coup, on tapé sur un autre véhicule et je me suis retrouvé par terre. Le genou droit, impossible de bouger, j'arrivais pas à me relever, quoi. J'ai eu peur pour ma vie. Ouais. Pendant ce temps-là, il a pris la fuite. Suite à ce choc, la jeune femme mettra plusieurs semaines avant de remarcher. D'une altercation qui devait juste se passer avec un livreur, on en est arrivé à 2 mois en arrêt, à porter une attelle, rééducation. Enfin, le fou, quoi, le fou furieux. Elvin Gomis a toujours nié avoir agressé Sophie. Seulement pour les enquêteurs, c'est louche. Elvin va être remis en liberté, mais là encore, ça conforte les policiers dans l'idée que leur suspect est quelqu'un de violent. Mais surtout, les policiers ne vont pas tarder à récupérer une preuve irréfutable qui les conforte dans l'idée qu'ils ont bien trouvé l'agresseur. À la faveur de cette garde à vue, comme la loi l'impose, son ADN va être prélevé. Les policiers de la brigade des mœurs vont profiter de ce prélèvement ADN pour faire des comparaisons. Et les résultats vont matcher. Concrètement, l'ADN d'Elvin, c'est l'ADN qu'on retrouve sur nos victimes. Un suspect en possession d'un des téléphones volés à une victime et son ADN retrouvé sur 6 des 7 femmes agressées. Pour Vanessa et son équipe, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Ils tiennent enfin le criminel qu'ils traquent depuis des mois. On a une certitude, en tout cas, c'est lui. Enfin, c'est Elvin Gomis, c'est lui, c'est l'auteur, enfin, voilà. On a la preuve génétique, donc il est difficile pour lui de dire, c'est pas moi. Et à partir de là, les policiers sont persuadés que le dossier est bouclé. Scientifiquement, il est bouclé. C'est un soulagement parce qu'on a notre violeur, on a l'identité. L'enquête aurait pu en rester là. Mais c'est sans compter sur un incroyable rebondissement. Un scénario unique dans les annales judiciaires que les policiers n'auraient jamais pu imaginer. Alors qu'ils s'apprêtent à interpeller Elvin Gomis, en fouillant sur les réseaux sociaux, les enquêteurs vont faire une découverte stupéfiante. On trouve effectivement un profil Facebook où là, dans les différentes photos, on s'aperçoit qu'il y a 2 jumeaux Gomis. Elvin Gomis a un frère jumeau. Incroyable. En réalité, il n'y a pas un, mais 2 Gomis. Elvin, ici à gauche, et Johan, sur la droite. C'est un choc, je dis mais non, c'est une blague. Mais non, en fait, c'est pas du tout une blague, ils sont bien 2 et ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Moi, j'appelle ça des photocopies couleur. Et les policiers n'en reviennent pas. C'est-à-dire qu'il y avait une chance sur plusieurs milliards que ça arrive. Et ce n'est pas tout. Non contents de se ressembler trait pour trait, les 2 frères sont aussi très fusionnels. Ils habitent ensemble, ils ont les mêmes activités, ils fréquentent les mêmes personnes et ils vont même jusqu'à s'échanger leurs vêtements. On en vient même donc à trouver qu'ils s'échangent leur identité. L'un prenant l'identité de l'autre. Johan qui n'a pas de permis, Elvin a un permis, Johan circule en voiture avec le permis de conduire de son frère jumeau. Nos certitudes s'effondrent un peu parce que du coup, on ne sait pas qui est qui. Finalement, sur le bus, est-ce que c'était Elvin, est-ce que c'était Johan? Pareil sur le contrôle d'identité, on est vraiment dans le flou artistique. Donc, c'est très très compliqué pour les enquêteurs de savoir lequel des 2 a été l'auteur des faits. Les policiers se retrouvent face à un véritable casse-tête. Et ce n'est pas l'ADN retrouvé sur les victimes qui va arranger leurs affaires. La cerise sur le gâteau, c'est que c'est des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire issus du même œuf, donc ils ont le même ADN. Ils se retrouvent avec 2 profils exactement identiques, impossibles à différencier.
À ce stade-là, on ne peut pas déterminer si l'ADN retrouvé sur les victimes est celui d'Elvin ou si c'est celui de son frère jumeau. On se rend compte que tous les indices que l'on a exploités peuvent mener à l'un comme à l'autre. L'affaire déjà peu banale prend désormais une dimension hors norme. Alors, en tant que jeune enquêteur, déjà, j'aurais jamais imaginé faire des violeurs en série. Ça, c'était un truc qui était inconcevable. Et alors, en plus, tomber sur des jumeaux monozygotes, alors encore moins. On prend pas un coup de massue, mais on se dit, mais combien on a de chance dans une carrière de faire des violeurs en série à Marseille, et en plus avec des jumeaux monozygotes. Ça, je crois que ça s'est jamais vu. Dans une affaire de viol, avoir comme suspect des jumeaux qui ont le même ADN, c'est juste une grande première. Alors, qui a sauvagement agressé ces 7 femmes? Elvin, Johan ou bien les deux? Est-ce qu'il n'y en a qu'un des deux qui a commis l'ensemble des crimes? Est-ce que l'un et l'autre, alternativement, ont commis certains de ces crimes-là? Là, il va falloir déterminer qui a fait quoi avec des méthodes de police traditionnelles de l'avant-ADN. Pour commencer, la juge décide de les arrêter tous les deux. Le 7 février 2013, dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, il est 6 h du matin, lorsque les hommes de la brigade des mœurs interpellent les deux frères à leur domicile. Dès leur arrivée, ce qui frappe les enquêteurs, c'est la forte ressemblance physique des deux suspects. Et déjà là, on se pose la question de savoir qui est Elvin et qui est Johan. Immédiatement, les jumeaux sont placés en garde à vue et emmenés au commissariat pour être entendus. Alors, pour ne pas les confondre, les policiers vont prendre toutes les précautions. On fait en sorte qu'ils ne soient pas habillés de la même façon parce que c'est difficile de les reconnaître. Et arrivé au service, nous mettons un des frères au 2e étage et un des frères au 3e étage de notre service, afin de savoir qu'un tel est au 2e et un tel est au 3e. Les enquêteurs mettent d'abord la pression sur Johan. Et d'emblée, le frère jumeau nie tout en bloc. À chaque fois que Johan est mis face à des difficultés, sa réponse est de dire « je ne comprends pas ». Je ne comprends pas comment on peut en arriver là, je ne comprends même pas ce que vous me dites, mais je n'ai pas commis ces faits. Johan ira tout en bloc. Il dira qu'il n'a jamais agressé ces 7 personnes. Il ne sait pas pourquoi il est là, il ne nous donnera aucune information nous permettant d'avancer sur l'enquête. Au 3e étage, à l'instar de son frère, Elvin Gomis lui aussi nie avec force et véhémence. Il essayait d'attirer l'attention, il me faisait des petits sourires, vous voyez, on voit qu'il essaye de jouer de son charme pour nous amadouer, nous enquêteurs. Et voici ce qu'Elvin déclare. Je ne comprends rien à tout ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Chose incroyable, confronté à tous les éléments qui l'accablent, pour se défendre, Elvin Gomis va même accuser son frère. On sait que 2 heures après la tentative de viol que Juliette a subie, Elvin était en possession du téléphone portable, du boîtier de cette victime. On lui demande qu'est-ce qu'il fait, lui, avec le téléphone de la victime. C'est un receleur, c'est pas un receleur. Il déclare tout simplement que c'est son frère Johan qui en est le possesseur et qui en est l'utilisateur. Les enquêteurs vont présenter ce fameux cliché pris dans l'autobus par la vidéosurveillance. Quand on lui présente le cliché du bus, il dit c'est pas moi. Il est formel, il reconnaît son frère. Mais c'est pas lui, c'est son frère. Après, on lui demande comment il explique qu'on retrouve son ADN. Et là, il vous dit ouais, mais je suis jumeau avec mon frère, donc on a le même ADN. Il a toujours réponse, finalement, à tout ce qu'on lui demande. Rien n'y fait. À les entendre, les jumeaux Gomis n'auraient donc rien à se reprocher. À l'issue des 48 heures de garde à vue, notre sentiment a été d'une frustration totale. On pensait que nous aurions, je dirais, des aveux.
Et ils n'obtiendront pas d'aveu. C'est-à-dire que cette garde à vue n'a rien apporté en réalité. 48 heures pour rien. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Alors la juge d'instruction va prendre une décision rare et radicale. Il faut arrêter la spirale infernale, il faut que les faits s'arrêtent, il faut que les agressions s'arrêtent. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les relâcher tous les deux au prétexte qu'on sait qu'il y en a un des deux qui est possiblement le violeur. C'est compliqué. Donc elle va les incarcérer tous les deux. Le 8 février 2013, après 7 mois d'enquête, Johan et Elvin Gomis sont tous les deux mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Ils sont placés en détention provisoire. On se retrouve dans une situation totalement ahurissante, c'est-à-dire qu'on sait que potentiellement on a arrêté un innocent. Et on ne sait pas de qui il s'agit. Pour les policiers, c'est une nouvelle course contre la montre qui s'engage. Et ce ne sont pas les proches des jumeaux qui vont les aider à y voir plus clair. À l'annonce de la nouvelle, pour la famille Gomis, c'est la stupeur. La maman, quand on lui dit déjà que ses enfants sont placés en garde à vue, etc., elle n'y croit pas. Non, on se trompe, ça peut pas être, c'est pas possible. La maman des garçons pense qu'il y a une erreur, que l'enquête va permettre de faire découvrir la vérité. Personne ne veut y croire, personne ne peut imaginer que Johan, comme Elvin d'ailleurs, soit capable de tels faits. C'est dans les quartiers nord de Marseille que les deux jumeaux ont grandi. Morad, une figure de leur quartier, les connaît bien. Selon lui, Elvin et Johan n'ont pas vraiment le profil de garçons à problème. Bien au contraire. Même le quartier, ils étaient sidérés, quoi. Ils rendaient des services à tout le monde. Enfin, Johan ou Elvin, ils accompagnent leur mère pour faire les courses, pour faire... Enfin, moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ce sont deux jeunes gens qui font partie d'une fratrie de 5 enfants. Leur maman les a élevés seuls. Ils sont extrêmement bien élevés, extrêmement entourés, ont une vie sociale conséquente. Johan travaille par des missions d'intérim, mais deux jeunes gens qui s'assument, qui gagnent leur vie, qui ont leur propre appartement, a priori sans difficulté. Mais surtout, côté cœur, les deux jumeaux sportifs et charmeurs collectionnent les conquêtes. Bon, gosse, il y avait plein de succès avec les femmes. Ils venaient avec des jeunes filles qui étaient bien et tout. Les deux garçons ont de nombreuses conquêtes. Johan, quant à lui, a une petite amie de longue date qui lui est attitrée. Ils ont du succès auprès de la gente féminine, aucun problème d'ordre sentimental. Aucun élément dans le dossier ne laisse entrevoir quelconque frustration sexuelle qui pourrait justifier les faits qui leur sont reprochés. Pourtant, l'ADN le prouve, c'est forcément l'un des deux qui est le coupable des 7 agressions qui frappent Marseille depuis septembre 2012. Mais alors lequel? C'est le comportement des deux prisonniers qui va enfin apporter un début de réponse. Car incarcérés dans 2 prisons différentes, les frères jumeaux vont adopter des attitudes diamétralement opposées. L'un, Johan Gomis, semble résigné. Johan est totalement passif par rapport à l'accusation qui pèse sur lui. Il se mure dans un silence, un épais silence. Son frère, Elvin, clame lui désespérément son innocence. Elvin est extrêmement secoué, extrêmement choqué par ce qui lui arrive. Il vit très mal sa détention. On a Elvin Gomis qui écrit au juge d'instruction « C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ». Voici un extrait des lettres qu'Elvin Gomis écrit à la juge. S'il vous plaît, madame la juge, je voudrais qu'il y ait des recherches plus approfondies sur l'ADN. Il doit bien y avoir quelque chose qui nous différencie. Vous êtes en train de commettre une erreur. J'ai peur d'être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait. Il est presque émouvant dans sa façon de se défendre. En tout cas, il a une défense active, à contrario de son frère qui, lui, est totalement passif. Seulement voilà, en épluchant l'emploi du temps d'Elvin Gomis, les policiers vont faire une découverte primordiale.
Souvenez-vous, le 4 décembre 2012, Noémie a été victime d'un viol en rentrant chez elle. Or, ce soir-là, Elvin a un alibi. L'agression de Noémie a eu lieu au mois de décembre, à 19 h, dans le parc de l'Espérance. Il se trouve que ce jour-là, Elvin était au travail et a borné dans la bipeuse de son entreprise à 19 h 48, à l'heure de sa fin de service. Il ne peut donc être l'auteur, matériellement, c'est impossible, de l'agression de Noémie qui va avoir lieu peu après 19 h. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre élément qui va venir disculper Elvin. Sur le mois de janvier 2013, dans un délai de 3 semaines, il y a 4 agressions. Ces victimes précisent toutes que leur agresseur part en courant. Or, Elvin Gomis, il a été opéré le 17 décembre du pied. Il ne pouvait même pas mettre de chaussures et il boitait, il marchait avec une béquille. Elvin ne pouvait pas, sur ces agressions-là, repartir en courant. Elvin Gomis n'a donc pas pu commettre tous les crimes qu'on lui reproche. Si l'enquête semble l'innocenter, elle va surtout accabler son frère jumeau, Johan. Et c'est encore un petit détail qui va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. Car alors qu'on croyait les jumeaux parfaitement identiques, en réalité, Johan aurait une caractéristique qui le distingue de son frère. Nous découvrons que Johan Gomis a un problème auditif. Johan, au moment de sa naissance, va être victime d'une malformation de ses oreilles et aussi victime d'un retard de langage. Il a dû être scolarisé dans des établissements spécialisés et c'est à ce moment-là qu'il a appris le langage des signes. Johan s'avère être le plus souvent porteur d'un appareil auditif. Il lit sur les lèvres et lorsqu'il n'est pas appareillé, il a des difficultés à comprendre, à entendre ce qu'on lui dit. En tout cas, s'il n'est pas face à face avec son interlocuteur. Et également, il a ce qu'on appelle un cheveu sur la langue, il zozote. Or, justement, en réinterrogeant les victimes, les hommes de la brigade des mœurs vont faire une découverte qui semble bel et bien désigner Johan. Il y a d'abord Juliette, qui a été violée le 15 novembre 2012. Et voici ce qu'elle raconte. Elle va indiquer qu'il faisait beaucoup de gestes. Ça l'a beaucoup marqué. Il faisait beaucoup de gestes avec les bras. Très certainement, les gestes de quelqu'un qui n'entend pas ce qu'elle est en train de lui dire. Ce qui peut laisser à penser que la personne qui l'a agressé communique avec les mains. Et puis, il y a la déposition de Dorothée, qui 2 mois plus tard a été victime d'une tentative de viol avant d'être dépouillée. Elle explique que le jour de son agression, l'agresseur lui a dérobé sa carte bancaire et au moment du vol, l'agresseur lui a fait répéter à plusieurs reprises son code de carte bleue. Elle lui donne le code et dans son code, il y a le chiffre 6 et notre agresseur a du mal et bloque sur le mot 6. Il a zozoté sur le 6, sur le chiffre 6. Et ça, c'est un vrai détail, parce que 6, c'est difficile à dire, 6 comme ça. Et quand on a ce défaut de langage, il est d'autant plus accentué sur le chiffre 6. On est sur des éléments qui convergent tous là vers Johan. Dorénavant, les policiers en sont persuadés. Johan Gomis est très probablement l'auteur des viols. Reste maintenant à obtenir ses aveux. Nous sommes le 19 décembre 2013. Cela fait 10 mois qu'Elvin et Johan Gomis sont incarcérés. Les 2 jumeaux sont extraits de leur cellule pour une ultime confrontation. C'est la première fois que les 2 frères vont se retrouver face à face. Et ils sont extrêmement émus, tous les 2, de se voir. Les 2 ont les larmes qui leur montent aux yeux. Elvin, à plusieurs reprises dans la confrontation, pleure. Il exprime à la fois sa souffrance et son innocence. On sent bien toute l'histoire de leur gémellité, toute l'histoire de leur vie qui se joue là. Il faut imaginer l'émotion et la charge émotionnelle pour ces deux personnes qui sont si fusionnelles.
l'interrogatoire commence. Et justement, pour faire avouer le coupable, la juge d'instruction va miser sur les liens profonds qui unissent les deux frères. Messieurs, il y en a un de vous deux qui est l'auteur des faits. Est-ce que celui qui est l'auteur des faits n'a pas de scrupule à voir son frère poursuivi et incarcéré? Le magistrat instructeur sent à ce moment-là qu'Elvin attend que Johan admette la vérité qui est posée sous ses yeux. Seulement rien n'y fait. Malgré la détresse de son frère jumeau et tous les éléments qui l'accablent, Johan Gomis campe sur ses positions. Johan Gomis va continuer à nier les faits de viol, les faits de tentative de viol. Johan est un vrai menteur du début à la fin. Je nie tout. On vient me mettre des évidences sous le nez, je les nie. Il y a quand même 7 personnes qui viennent de tout horizon, qui n'ont pas forcément les mêmes âges, qui ne se connaissent pas, qui expliquent toutes la même chose. Eh bien, Johan aura cette phrase simple, et d'ailleurs c'est une phrase qu'il va répéter à longueur de temps. Je n'y comprends rien. Cette confrontation qui était attendue par le magistrat pour avoir des éléments et pour permettre aux deux frères de s'expliquer ne permet pas d'avoir d'aveu sur le fond du dossier de la part de Johan. Pourtant, au lendemain de cette confrontation, le juge décide de remettre en liberté Elvin Gomis après 10 mois d'incarcération. Quant à Johan, il est mis en examen pour 3 viols, 3 tentatives de viol et une agression sexuelle. Reste une interrogation. Pourquoi le jeune homme à la vie sexuelle a priori plutôt épanouie a-t-il commis de tels crimes? C'est très surprenant de voir Johan Gomis, plutôt beau garçon, avec une vie sentimentale stable, sans difficulté particulière. Donc on a du mal à comprendre et on s'interroge sur les raisons du passage à l'acte. Seule piste selon les psychologues, Johan Gomis aurait une personnalité bien plus inquiétante qu'il n'y paraît. À commencer par un sentiment d'infériorité par rapport à son frère jumeau. Elvin est à l'évidence le dominant et Johan court derrière l'image de son frère. Alors Johan, il a beaucoup plus de difficultés en fait à faire les choses. Donc en fait, il réussit pas forcément, alors qu'Elvin, c'est celui qui réussit tout. Johan, lui, il a beaucoup plus de mal. Il a également ce handicap physique que son frère n'a pas, c'est-à-dire qu'il zozote et il est à moitié sourd. On a affaire à un type qui est frustré, même s'il a une petite amie, et souvent les violeurs ont des petites amies, des femmes parfois, des enfants, sauf qu'il y a une frustration. Et puis, Johan Gomis semble entretenir un rapport aux femmes plutôt malsain. Voici ce qu'il déclare à la psychologue qui va l'interroger. Je n'aime pas les femmes qui aiment sortir avec ses copines. Quand je parle, je veux qu'elles m'écoutent. Les autres, je ne les aime pas. Il explique que pour lui, la femme doit avoir une certaine place, une certaine attitude, celle qu'il attend lui d'une femme, à savoir qu'elle soit discrète, qu'elle ne se positionne pas nécessairement. Une vision totalement archaïque du couple et du rapport aux femmes qui était assez interpellante. 7 septembre 2015, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de Johan Gomis devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Le jeune homme encourt 20 ans de prison pour la longue et terrible série d'agressions sexuelles dont on l'accuse. 6 des 7 victimes ont fait le déplacement, non sans douleur. C'est le chemin de croix qui redémarre. Parce que les plaies ne s'étaient jamais refermées, c'est très compliqué pour les victimes d'appréhender ce procès-là. Toutes ces jeunes femmes veulent connaître la vérité. Et dès l'ouverture des débats contre toute attente, Johan Gomis va sortir de son silence pour la première fois. Une des premières questions que va poser le président de la cour d'assises à Johan, c'est de savoir s'il reconnaît ou non l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Évidemment, on est tous très impatients d'entendre sa réponse. Johan va dire « je suis coupable de l'ensemble des faits qui me sont reprochés ». Johan Gomis, qui avait toujours nié les agressions, reconnaît enfin ses crimes. Pour les victimes,
C'est un grand pas. Et là, c'est un coup de théâtre, parce que les victimes ont enfin obtenu ce qu'elles étaient venues chercher, c'est-à-dire des aveux. C'était un très très grand soulagement d'entendre la vérité. Seulement l'accusé n'en dira pas plus. Face aux victimes, il est bien incapable de s'expliquer. Pourquoi? Il a émis des regrets, il a présenté également des excuses. Et Yohan, à chaque fois qu'on a essayé de rentrer dans le cœur des explications de ces faits, systématiquement, il s'est mis à pleurer. L'autre moment fort de ce procès, c'est l'arrivée de son frère jumeau, Elvin, à la barre. Et celui qui a fait 10 mois de prison pour rien paraît imperturbable. Je pense que tout le monde s'est demandé comment il a fait pendant 10 mois pour ne jamais accuser son frère. On l'interroge à plusieurs reprises en lui demandant s'il en veut à son frère. Et contre toute attente, et à la surprise, j'ai envie de dire générale, Elvin a répondu non. Non, j'en veux pas à mon frère. Alors c'est sans doute un des mystères de la gémellité. Il y a tellement d'amour entre ces jumeaux que son frère lui en aurait jamais voulu de ne pas s'être dénoncé avant pour pouvoir lui sauver la peau. C'est comme ça, c'est le pacte des jumeaux. Au bout de 4 jours de procès, le verdict tombe. Yohan Gomis est condamné à 12 années de prison. La majorité des victimes accueillent cette sentence avec apaisement. Ça a été un soulagement d'entendre ce verdict de condamnation. Ce qui compte pour la victime, c'est le devoir de vérité. Et ce qui compte, c'est que le coupable a été déclaré coupable et qu'il est en prison actuellement. Mais pour d'autres victimes, la sentence est loin d'être satisfaisante. Il faut dire que les blessures sont totalement indélébiles. On ne comprend pas cette peine de 12 ans qui finalement ne correspond pas aux agressions qu'elles ont subies. Juliette, c'était une jeune fille dynamique, pétillante, et un viol, c'est dévastateur. Tout est compliqué. Se retrouver en compagnie d'un homme est compliqué. Tout dans sa vie a été bouleversé. En fait, pour Dorothée, ces 3 minutes ont vraiment fait basculer sa vie et c'est pas exagéré que de le dire. C'est-à-dire que sa vie a été complètement bouleversée. Elle a déménagé, elle a changé de vie. Elle vit toujours dans l'angoisse qu'un jour il va sortir. On ne peut jamais enterrer ce moment comme elle rêverait de le faire. Elle a ce moment en elle à jamais.